Culture chic, influence pop courant choc. Bienvenue dans Version française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. À l'embouchure de l'estuaire de la Gironde se dresse fièrement le phare de Cordouan. Rendez-vous au cœur d'un marin de pierre. L'histoire de l'artiste Jean-Michel Othoniel s'écrit au fil de ses créations engagées et poétiques. Nous l'avons rencontré. Des motifs floraux, des courbes naturelles, du bois et de l'or, ce sont bien là les signes Art Nouveau. On le découvre à travers 3 adresses. La broderie Mémé, pas question pour Aurore Thuot. Elle, son dada, ce sont les expérimentations de matière. Dénichés aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Bacana a eu la bonne idée de mettre en bouteille des sirops, pas de sirop pour la toux ni de grenadine fluo. Ici, on découvre des saveurs subtiles et surtout bio. Ces élixirs sont fabriqués de manière artisanale en région parisienne. On y retrouve des saveurs originales comme basilic ou concombre, le tout dans un flacon d'apothicaire Chin. Qui ne connaît pas la botte en plastique? C'est durant la seconde moitié du 19e siècle qu'un Américain achète le brevet d'un magnat de caoutchouc pour l'adapter aux bottes et ainsi rendre ses chaussures imperméables. Des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, aux pêcheurs en passant par les agriculteurs, la botte chausse et chaussera encore. Si vous êtes de ces becs sucrés, toujours à l'affût d'une douceur à se mettre sous la dent, voici le guide qu'il vous faut. Paris Gourmandise recense 100 adresses dans la capitale où la gastronomie est au service des délices sucrés. Pâtisseries, entremets, glaces et autres chocolats se dévorent au fil des rues et surtout des pages. Chez Kakapo Paris, c'est la nature qui les inspire. Le résultat, des dioramas et des jouets en bois à l'effigie d'espèces parfois méconnues comme le tatou à 9 bandes, le nuba ou le fameux Kakapo, un drôle de perroquet. Ces jouets créés en France artisanalement ont aussi pour but de sensibiliser les enfants d'aujourd'hui aux questions écologiques de demain. C'est en Gironde que le phare de Cordouan domine l'horizon. Plus ancien phare de France encore en activité, nous nous y sommes rendus pour une petite visite en coulisses. On espère que vous avez le pied marin car cette semaine, nous avons rendez-vous à l'embouchure de l'estuaire de Gironde avec le phare de Cordouan, dernier phare français toujours gardienné. Préparez-vous à grimper quelques marches pour envoyer des signaux depuis la lanterne et plonger dans le quotidien des gardiens du phare. Érigée en 1360 par Édouard, prince de Galles, la première esquisse du phare était une simple tour qui culminait à 16 mètres et possédait un ermite qui alimentait le feu de bois chaque soir pour alerter les marins de leur entrée dans l'estuaire, à la réputation de véritable cimetière marin. Aujourd'hui, le phare a bien évolué et les gardiens, Pierre et Benoît, nous ouvrent la porte. Une porte immergée presque entièrement à marée haute. Vous comprenez pourquoi le phare ne se visite qu'à marée basse. Et si le phare a été construit à cet endroit précis, ce n'est pas par hasard. On se rend bien compte qu'on est posé sur un plateau rocheux. Donc il faut s'imaginer que c'est le seul plateau rocheux de la région. Les rives de l'estuaire, c'est du sable ou de la vase. On a 2 côtes sauvages qui sont aussi du sable. Et donc c'est pour ça que ce phare a été construit à cet endroit-là. Donc en plein milieu de l'estuaire, on a ce plateau rocheux qui à l'époque était une petite île qui remontait sur le sud-ouest, qui est restée à sec à marée haute. Curieux de voir l'intérieur? Eh bien vous avez raison, car la particularité de ce phare réside dans son architecture. Et pour mieux comprendre, direction l'appartement des rois. Mais attention, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Cet appartement des rois, il n'a jamais servi. Aucun roi n'a jamais mis les pieds ici. Mais donc là, on est dans la partie basse, la partie la plus ancienne du phare, la partie Renaissance, puisque ce phare a été fait en deux fois. D'abord, une petite tour de 37 mètres qui a été faite de 1584 à 1611. Et ensuite, il a été doublé en hauteur au moment de la Révolution. Et justement, au-dessus de ces appartements royaux, la chapelle d'Henri IV. Malheureusement en pleine restauration actuellement, cela ne nous a pas empêché d'y jeter un coup d'œil et d'écouter le récit de Benoît. Pour montrer à son peuple français que c'était devenu un bon roi catholique, il a fait construire cette chapelle ici. C'est un peu bizarre comme ça au milieu de l'eau, c'est pourtant le cas. La preuve en est, en 1862, les 2 premiers bâtiments à avoir été classés au monument historique, c'est Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Cordouan. Avant de grimper les 100 dernières marches avant la lanterne, nous avons suivi Benoît dans les coulisses de son quotidien de gardien de phare. Nous voilà dans la chambre 1. Ça, c'est la chambre où loge mon collègue Pierre, là, qui est en visite actuellement.
Nous voilà dans notre cuisine qui sert aussi de salon et de salle à manger. Donc là, on peut voir que c'est assez vaste et confortable. Donc ce phare, il a aussi cette particularité pour un phare en mer, c'est qu'il est très facile à vivre. Mais comment est rythmé le quotidien d'un gardien? La base même de notre métier, c'est vraiment la présence humaine, donc le gardiennage. Ensuite, c'est l'entretien courant, donc aussi bien au niveau de la propreté que du bon état des matériaux. On a toute une base vie aussi à s'occuper on est autonome complètement en énergie. Donc là, on a différentes casquettes. Là, on est un peu guide touristique. Cet après-midi, on sera homme de ménage. Ensuite, on est électricien, un peu mécanicien, plombier, peintre, etc., etc. On vous l'avait promis, direction les 311 marches jusqu'à la lanterne pour comprendre son fonctionnement un peu particulier. Laissez-nous le temps de grimper car 311, ça fait beaucoup. Ici, c'est un feu fixe. Et ce qui donne son signal, c'est des volets à occultation. La plupart des phares sont des feux à éclat. Ici, nous, on a vraiment cette lentille de cette forme. Donc tu vois, la loupe centrale au milieu. Chaque prisme d'une différente inclinaison qui servent à récupérer la lumière pour l'envoyer sur le même axe, au milieu de la loupe. C'est ça qu'on voit la lumière le plus loin possible. Voilà, donc ça, 22 000 nautiques de portée par temps dégagé. Les navires peuvent donc voir le phare à plus de 40 km. Dernier phare à être automatisé en 2006, ce joyau marin du patrimoine français a été proposé par la France pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Affaire à suivre. À travers ses créations de verre, Jean-Michel Othoniel nous raconte des histoires emplies d'émotions et de force. C'est la rencontre inspirante du jour. Artiste contemporain qui compose avec son époque, Jean-Michel Othoniel a toujours été animé par la création artistique, presque comme un besoin vital, il en a fait son métier. Sculpteur reconnu pour ses œuvres installées dans l'espace public, comme ce kiosque à l'entrée du métro Musée du Louvre Palais Royal à Paris, ses installations au château de Versailles ou ses gigantesques colliers suspendus à travers le monde. Il a un attrait pour le monumental. Et c'est dans son nouvel atelier de Montreuil que nous le retrouvons en pleine réinstallation de sa Grande Vague, une œuvre de plus de 10 000 briques de verre et aux dimensions impressionnantes, installée en 2018 à Sète. Une œuvre empreinte d'illusion et de dualité, en hommage au tsunami de Fukushima et à la première photographie de vague en mouvement prise à Sète par Gustave Legray. Je me suis dit, je vais faire une vague à échelle humaine, composée de briques, qui est une brique, en fin de compte, qui n'est pas structurelle, qui est une brique creuse, qui est une brique soufflée à la bouche, donc chaque brique est différente et qui a une certaine fragilité. Donc on est vraiment dans l'illusion, on a l'impression que c'est un mur de briques qui est devant nous, mais en fin de compte, il y a une grande structure qu'on voit, qui est comme une sorte de grand nid d'abeilles, dans lequel viennent se loger ces briques, de façon à ce qu'elles soient suspendues au-dessus de notre tête, comme si elles allaient s'effondrer sur le visiteur. Jean-Michel donne vie aux œuvres qu'il imagine à travers ses dessins et ses aquarelles, un moment intime qu'il partage très peu. Et s'il utilise l'aquarelle pour coucher son imaginaire sur papier, c'est pour une bonne raison. Ce qui est intéressant avec l'aquarelle que j'utilise, c'est qu'on a les mêmes transparences et je dirais presque la même construction que pour le verre. C'est-à-dire que la couleur de l'aquarelle, plus on va la diluer, plus on va avoir une couleur claire. Et le verre, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le verre, moins on mettra de pigments, plus la perle de verre que je fais, ça sera de plus en plus clair. Donc il y a une vraie proximité entre le travail de l'aquarelle et celui des sculptures après faites en verre. Très attaché au noir de l'obsidienne, Jean-Michel se tourne peu à peu vers la lumière et les couleurs. C'est presque toujours les mêmes couleurs que j'utilise. J'ai une palette relativement restreinte, dans le sens où très vite la couleur peut vous amener vers quelque chose presque trop kitsch, vous voyez. Donc il faut faire très attention à ce que les couleurs utilisées, il y ait quand même une tension entre la couleur et la forme. Je dirais que ces couleurs qui paraissent comme ça un peu folles et légères dans mon travail sont en fin de compte très très choisies pour garder cette tension et cette lutte qu'il y a avec la couleur et le matériau. Comme un chef d'orchestre, Jean-Michel Othoniel s'entoure des meilleurs artisans qui vont lui permettre de donner vie à son monde imaginaire à Venise, en Suisse ou encore en Inde. Et même s'il ne maîtrise pas ses savoir-faire lui-même, il les observe pour tromper la contrainte.
Je ne suis pas souffleur, par exemple, mais je sais jusqu'où un souffleur peut aller. Je sais quelles sont les limites, parce que justement, en étant très proche des souffleurs, en les regardant travailler, en restant souvent un peu à l'écart dans l'atelier, mais en essayant de comprendre leurs gestes, en discutant avec eux, ça me permet justement de jouer avec la contrainte. Je pense que la contrainte, c'est quelque chose de très important en art, en général, parce que justement, ça nous permet de nous surpasser. J'ai l'impression d'être un peu comme un rosier, plus on le taille, plus il refleurit. Voyez. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Un travail qu'il conçoit pour amener du dialogue avec le monde qui l'entoure. Toutes les œuvres ne sont pas hors du monde, elles sont dans le monde. Un artiste, il est dans le monde. D'autant plus quand on fait des œuvres en espace public, on s'adresse à un monde plus global. Donc je pense qu'il y a ce rapport poétique, je dirais, qui nous amène à dialoguer avec le monde grâce à un dialogue sensible, sensuel et poétique. Dans l'air du temps, Jean-Michel Othoniel questionne et apprivoise à travers ses œuvres empreintes de poésie et d'émotion. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Jean-Michel, très jeune, un espace de liberté vous êtes ouvert en visitant le musée de Saint-Étienne. Pourquoi cet espace de liberté tout soudainement par rapport à votre enfance, par rapport à votre parcours de jeune enfant? Moi, je viens d'une ville qui, dans les années 70, était une ville un peu triste, qui était la ville de Saint-Étienne, donc une ville encore avec des mineurs. J'étais à l'école avec des enfants de mineurs, donc c'était une ville très populaire et où il se passait presque rien. Mais j'ai eu la chance qu'il y ait ce grand musée d'art contemporain, très novateur pour l'époque. Et moi, tout de suite, j'y ai vu vraiment un espace de liberté. Devenir artiste, c'est un cheminement, c'est tout un cheminement que vous avez fait ensuite. Je pense qu'à un moment dans votre vie, c'est l'art qui vous choisit plutôt que vous qui choisissez l'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'art devient une chose vitale, une chose sans laquelle on ne peut vivre, et surtout une chose qui vous permet de survivre et de passer, je dirais, à travers les aléas de la vie. Et ce moment-là a été un moment qui m'a été, je dirais, imposé, mais en même temps que j'ai vécu comme un moment de grâce. C'est-à-dire que c'est un moment dans ma vie où je n'avais pas d'autre choix que de devenir artiste. Jean-Michel, comme tous les artistes, j'imagine que vous êtes habité par le doute, toujours. Et c'est quelque chose qui vous est familier, le doute. C'est comme le trac, je crois. Ouais. C'est quelque chose qu'on apprend à maîtriser, mais qu'on a de plus en plus. Plus on avance. Voilà, plus on avance, plus on a le trac, ou plus on doute, mais en même temps, plus on arrive à le maîtriser. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir encore ramener de l'espoir, ramener de la joie? Est-ce que c'est encore possible? Et parce que cette joie est nourrie justement des tensions de la noirceur du monde. C'est-à-dire que moi, je suis un peu une sorte d'alchimiste qui transforme le noir en couleur. Voilà, c'est un peu ça. Alors justement, vous avez installé des gigantesques colliers de verre dans des arbres un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elles signifient pour vous? Elles sont un peu comme un fil rouge à travers votre vie d'artiste, ces colliers. Oui, ce rapport au collier est né d'une chose très intime et très personnelle, qui était en fin de compte un moment en 97 avec un collectif d'artistes. On a créé une exposition itinérante qui était dans la première Europride où tout le monde se retrouvait pour fêter des avancées très importantes. Mais aussi, on fêtait, nous, la communauté d'artistes fêtait la disparition tragique de Félix González-Torres, qui était mort du sida, qui est un artiste très très important des années 90-2000. Et donc on avait décidé de faire une série d'œuvres qui était ce qu'on avait appelé le petit collier, enfin que moi j'avais appelé le collier cicatrice, qui était une œuvre que je donnais aux gens qui venaient voir l'exposition. Et de ce collier sont nés plein de grands colliers qui eux aussi ont un rapport au corps, à la disparition, puisque la première grande installation que j'avais faite, c'était à la Nouvelle-Orléans,
ou dans un arbre qui avait comme triste souvenir, puisque c'était l'endroit où les esclaves étaient pendus quand ils voulaient s'enfuir des plantations. Donc j'ai voulu rendre hommage à ces rebelles, à ces gens qui se rebellaient, qui voulaient justement faire avancer leur propre situation, mais aussi la situation du monde. Et donc j'ai fait cet arbre au collier, où tous les colliers ont la taille d'un corps absent, en fin de compte. Une œuvre d'art, elle arrête le temps? Une œuvre d'art, c'est une chose vivante. Et c'est nous qui la faisons évoluer, c'est notre regard qui est important sur l'œuvre. C'est pour ça qu'on retourne au musée, c'est pour ça qu'on va voir, pour la 1000 fois, on va aller voir la Mona Lisa, par exemple, qui est une œuvre que tout le monde a l'impression de connaître, mais les gens ont besoin de la voir en vrai. Et qu'est-ce que ça nous renvoie de l'artiste? L'artiste, à un moment donné, je pense, l'artiste s'efface devant l'œuvre. C'est vraiment une chose que je pense. L'artiste est celui qui va mettre en scène cette machine à rêve qu'est l'œuvre d'art, et lui disparaît. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous. Dans l'art nouveau, tout réside dans l'esthétique des courbes. Au fil des adresses parisiennes, nous en découvrons un peu plus sur ce courant, ses repérages. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour découvrir Paris version Belle Époque. Notre balade débute rue Royale. Au début du XXe siècle, le Maxims a vu défiler toute l'élite mondaine parisienne venue dîner et s'encanailler dans ce décor qui n'a pas changé. Et au-dessus du restaurant, on vous emmène admirer l'étonnante collection du musée. Mais l'Art Nouveau, c'est quoi exactement ? L'Art Nouveau est une période très courte, entre 1890 et 1905, 1910, si on l'étire un petit peu. On voit apparaître une toute nouvelle créativité basée sur deux choses essentielles, la passion pour la nature et les fleurs d'un côté et l'extraordinaire mise en valeur de l'image de la femme. La collection de ce musée est présentée comme l'appartement d'une élégante parisienne dont voici la chambre, un ensemble unique présenté lors de l'exposition universelle. Cette collection a été acquise et chinée depuis 50 ans par le couturier Pierre Cardin, l'un des pères de la mode futuriste. C'est certainement une des époques les plus extraordinairement créatives qu'on ait pu trouver, où on va réinventer non seulement l'architecture, le décor, le design, les objets, etc. Et c'est ça qui l'a passionné. Et parmi les pièces iconiques présentes, des lampes au verre teinté de l'américain Tiffany, du mobilier attribué à l'artiste espagnol Gaudí ou encore ce sublime ensemble de brosses ayant appartenu à une célèbre actrice. Vous avez un nécessaire de coiffure en argent, composé de plusieurs brosses, avec un très riche et beau décor d'églantine, donc de roses anciennes. Et vous avez ici la brosse pour les vêtements, voyez, comme ça. Et tout ça a appartenu à Sarah Bernard. Et à Paris, il suffit souvent de lever le nez pour admirer des joyaux architecturaux, comme ici, avenue Rapp, dans le 7e arrondissement. Cet immeuble exubérant et atypique est composé de céramique, de bois massif sculpté et de fer. Il a été conçu par Jules Lavirotte. À quelques kilomètres, dans le 16e arrondissement, voici le Castel Béranger. Balcon orné, mélange de matériaux et portail asymétriques, on retrouve les caractéristiques principales du courant. C'est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecte et décorateur d'intérieur Hector Guimard. Figure emblématique de l'Art Nouveau, son style est imprimé un peu partout dans la capitale. C'est lui qui réalise notamment les édicules et les ornements des stations de métro. Allez justement, prenons-le, direction le 10e arrondissement. Issus du Second Empire, les bouillons connaissent un si grand succès populaire qu'au début du XXe siècle, on compte une centaine d'établissements de ce type dans la capitale. Le Bouillon Julien ouvre en 1906.
Édouard Fournier, donc, qui est l'architecte du restaurant et aussi de l'immeuble, il décidera de travailler avec Louis Trézel, qui est un artiste et même un maître peintre verrier, qui lui-même va s'inspirer des œuvres d'Alphonse Mucha, le célèbre peintre tchèque, pour pouvoir faire ces 4 panneaux à l'effigie de Sarah Bernard. Autre pièce classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, cet imposant comptoir. Le bar est signé donc de l'ébéniste Louis Majorel, qui lui est issu de l'école de Nancy, donc l'école Art Nouveau de Nancy. Et on retrouve donc ce bar en acajou de Cuba, avec un comptoir en étain d'époque, qui est là depuis à peu près de 120 ans, quoi. Une atmosphère hors du temps qui a su séduire des générations. Une forte personnalité, c'était Édith Piaf, qui venait régulièrement ici dîner. Alors elle venait ici dîner en attendant Marcel Cerdan, qui boxait juste sur une des salles qui était aux alentours ici du faubourg Saint-Denis. Et donc elle dînait à cette table-là, qui est la table 24. Pas besoin donc de machine à remonter le temps pour traverser les époques, il suffit d'ouvrir les yeux. Que ce soit avec du plastique, des jouets ou des écailles, Aurore Thuot expérimente du bout du fil sur ses broderies. Qui a dit que l'artisanat ancestral de la broderie se cantonnait au point de croix? En haute couture, c'est tout un art et une source intarissable de possibilités. Il faut certes toujours du fil, mais sur les textiles, vous pourriez bien trouver des perles, des sequins, des plumes, des pierres précieuses. Des fournitures multiples qui ont poussé Aurore Thuot à se mettre en quête de nouveaux horizons. Et oui, cette diplômée en affaires internationales a transformé son appartement en atelier pour vivre pleinement sa passion de la broderie, loin des canevas et des tambours. En fait, c'est vraiment mon expérience au sein des ateliers de broderie et maisons de haute couture. Donc je pense à un atelier particulier. Montex, qui brode vraiment toutes sortes de fournitures. J'ai même brodé du béton. Et du coup, à partir de là, en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, on peut vraiment tout broder, avoir une liberté incroyable. Et ce n'est pas sa première création, conçue pour une boutique qui la contredira. Un crocodile de 2 mètres. Regardez mieux, c'est un assemblage de 12 pièces brodées de perles, de pierres, de fournitures de couture et même de cuivre émaillé. L'idée, c'est toujours de mêler les techniques, parce que j'adore les techniques de broderie, je m'intéresse toujours à elles de toute façon, avec vraiment la recherche de matière et comment tout lier en fait. Derrière Aurore, un tableau attire l'œil. Il est entièrement brodé de briques de construction pour enfants. C'est l'objet d'une autre collection, hors des sentiers battus, qu'elle aimerait voir trôner dans les galeries d'art. Grâce à cette fourniture, elle a ouvert une boîte de Pandore junior côté créativité. Ce que j'aime bien, c'est soit de jouer sur la lumière en fonction des fournitures, sur les volumes et sur le motif, que ça soit dynamique et qu'en fait, en le regardant de 3/4, de face, qu'on ait des points de vue différents et des rendus en fait différents, comme si l'œil ne se lassait pas en fait de regarder la pièce. Toujours armée de son carnet à dessin, elle imagine des motifs qu'elle transpose ensuite à grande échelle avant de les reporter sur du papier millimétré pour épouser parfaitement la forme et la taille de ses fournitures insolites. Ce que j'ai surligné en vert, c'est ce que je vais broder ensuite, c'est les pièces Lego que je brode du coup. Des pièces 2 plots et 1 plot pour les connaisseurs. Sur une toile de lin apprêtée, percée au préalable, Aurore peut désormais broder son motif. Avec délicatesse, elle place ses pièces une à une et les fixe tout simplement avec du fil et une aiguille. Quand le dessin est complet, c'est l'heure de s'amuser. Une fois que mes bases sont brodées, après je peux m'éclater vraiment comme je veux. C'est vraiment jouer avec les pièces, avec les formes, avec les couleurs. Mais je crois que c'est mon âme d'enfant qui ressort. À cette âme d'enfant s'ajoute un fin regard artistique et un bon sens du système D. Toujours pour explorer le potentiel de la broderie, Aurore prend chaque fourniture comme point de départ et multiplie les essais et les échantillons. Exemple avec ses languettes utilisées en haute couture et associées à de petites perles. Je vois très brièvement l'effet que ça donne et après je les retravaille et puis je vois comment ça rend en répétition ou en all-over ou juste de façon moins étendue. Mais au moins ça me fait une base et j'ai besoin de visualiser en fait. Donc j'ai besoin de toucher la matière, j'ai besoin de réaliser une partie pour voir ce que ça donne vraiment. Je peux pas avoir tout en tête. Aurore prend le plus grand soin à cacher les fils de ses broderies avec un objectif non dissimulé, surprendre le regard. J'aime bien que ce soit pas évident en fait, dans le sens où il y a une petite recherche
et tromper un petit peu l'œil et se demander tiens comment c'est fait, se questionner. Un dernier aspect de son travail, l'upcycling, l'embellissement d'objets usés ou dépassés. Pour l'instant, sa démarche se limite à sa garde-robe, comme pour cette paire de chaussures, mais elle compte bien explorer ce filon et imposer toujours plus son style dans l'habillement pour les adeptes du recyclage chic. J'aime beaucoup les volumes toujours et la lumière. Et du coup, je cherche toujours des choses un peu différentes pour avoir des rendus un peu inhabituels, même si on n'invente rien vraiment, mais en tout cas les réinterpréter et avec ma propre vision des choses. De la mode à la déco, Aurore explore tous les chemins et toutes les techniques avec une ambition, embellir en cassant les codes. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!